Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission hebdomadaire Plein Feu. Donc ce soir, on va parler du féodalisme agraire en Mauritanie, de l'enjeu foncier. Donc, est-ce que la féodalité en Mauritanie existe déjà? Quelle est la différence entre l'esclavage pratiqué par ceux qui payent pas, qui exploitent des personnes sans les payer et ceux qui font exploiter les terres par des personnes sans les payer? Les litiges fonciers qui opposent les maîtres à leurs anciens esclaves sont-ils des pratiques d'esclavage? D'une façon générale, les descendants d'esclaves n'ont guère accès au foncier. Est-ce que la valeur de la propriété foncière sur des grandes étendues importe peu pour la majorité des Mauritaniens? Mais la vraie question, c'est de savoir à qui cette propriété foncière appartient. Est-ce qu'on peut rendre des terres aux descendants d'esclaves et quelle réforme foncière serait concrètement envisageable? Une politique foncière en faveur des descendants d'esclaves, c'est-à-dire rendre à ceux qui ont été spoliés sans spolier les contemporains, cela implique des mesures d'une rare complexité. Bon, pour certains, on sait qu'en Mauritanie, le grand propriétaire foncier qui se sert de ses esclaves, ça c'est pour cultiver, pour mettre le sol en culture, c'est de l'imagination, ça n'existe pas. Mais pour d'autres, il ne peut pas y avoir des grands propriétaires fonciers sans esclaves, étant donné que le grand propriétaire foncier ne peut pas cultiver à lui tout seul, avec sa famille, qui est une partie minime de sa propriété. Si l'État ou bien la commune est propriétaire du sol, le terme même de propriétaire foncier ne doit pas exister dans nos langues. Donc, c'est des questions qu'on va essayer de poser à vos honorables invités. Donc, ce soir, j'ai invité pour vous M. Isselmou Ould Abdelkader, ancien ministre, consultant international. Bonsoir. Bonsoir. M. Abdoulaye Sow, enseignant-chercheur en sciences sociales, professeur à l'université. Bonsoir. Bonsoir. Et M. l'ambassadeur Bilal Ould. Donc, loin de toute dérive idéologique et passionnelle, nous allons, vos invités vont essayer de répondre à vos questions. Voilà, donc je commence par vous, monsieur le ministre. Qu'est-ce qu'on appelle féodalisme? Est-ce que le féodalisme vraiment existe dans notre pays? Merci de nous avoir invités et surtout de nous avoir invités à discuter un sujet aussi important que celui. Tout d'abord, je pense qu'il faut que nous précisions un certain nombre de choses. Nous ne représentons ici personne. Les gens s'imaginent qu'il y a des clivages qui sont supportés, qui incitent les intellectuels tels que M. Sow à représenter une communauté plutôt qu'une autre, une région plutôt qu'une autre. Nous ne représentons... Ah oui, je vous invite en tant qu'intellectuel mauritanien pour débattre de ceci. Nous ne représentons pas de parti c'est politique, très important, pas oui. d'ethnie, pas de région. Nous sommes des intellectuels. Pas de caste, pas de... Nous avons la prétention d'être des semi-intellectuels, à part bien entendu le professeur Sow. Et nous réfléchissons. Cela suppose que ce que nous disons doivent être compris comme ayant une ambition d'être scientifique. Et la science n'a que faire de la complaisance et surtout de la passion. Nous abordons un sujet extrêmement important parmi ceux qui se posent dans notre pays. Notre pays étant bien entendu au carrefour des exigences et les mutations qu'appelle son évolution, parmi ces mutations, il y a bien entendu l'évolution des rapports fonciers, l'évolution de la sociologie foncière. Nous ne sommes pas là de cet aspect parce qu'il est plus aisé que moi en parlant de cela. Cela dit, je pense également que des sujets comme celui-là, et il y en a beaucoup, qui se trouvent, qui m'amènent à dire que la Mauritanie est au carrefour des exigences, des sujets comme ça doivent être débattus dans un cadre national, dans le cadre d'un forum national. Appelez ce forum comme vous voulez, mais je pense que les Mauritaniens doivent enfin se parler. Ils ont la capacité de se parler.
ils ont le désir de se parler, ils ont la volonté de se parler, et donc ils doivent se parler. Parce que au-delà de ce qui peut être perçu comme des différences, il y a dans notre substrat culturel commun énormément d'éléments, de facteurs qui nous aident, qui peuvent nous aider à nous comprendre, et nous avons prouvé cette capacité. Donc, il faut que nous nous parlions, il faut que les Mauritaniens se parlent et qu'ils se parlent dans un cadre absolument dépassionné, parce que nous n'avons d'autre choix, d'autre voie que de nous parler pour savoir où nous devons nous orienter. Si je reviens à cet aspect, la question que vous posez concernant la féodalité, la féodalité, vous parlez de comment on peut qualifier la tenure foncière en Mauritanie. La tenure foncière en Mauritanie est pratiquement, de mon point de vue, pratiquement la même. C'est-à-dire que nous avons un système de tenue où s'imbriquent à la fois des rapports féodaux, c'est-à-dire des rapports entre propriétaires, non pas entre maîtres, parce que entre maître et esclave, c'est un autre mode de production, c'est un autre mode disons, de représentation culturelle. C'est révolu dès l'instant qu'on parle de féodalité, parce que la féodalité est historiquement la négation du système esclavagiste. Alors on parle de la féodalité, ça veut dire qu'il y a un système d'appropriation des terres qui fait appel à des serfs, et à des grands propriétaires de latifondia, de fiefs, si vous voulez. Pour dominer la terre de fiefs, de propriétaires de fiefs. Ce système existe, mais il a été plus ou moins édulcoré, je dis bien allégé, par l'appropriation collective des terres. Parce que là où dans d'autres pays on trouve des féodaux, c'est-à-dire des propriétaires de grandes surfaces, avec des serfs qu'ils exploitent, moyennant annuellement une dîme annuelle ou mensuelle en nature ou en argent. En Mauritanie et dans les pays similaires, il y a une propriété collective dont le mode de jouissance édulcore plus ou moins, allège, disons, les rapports historiquement établis entre fiefs et serfs dans d'autres pays. Donc, nous avons un mode de tenure foncière féodalo-tribal. C'est-à-dire que la terre appartient soi-disant à la tribu. Tous les membres ont accès à l'usage de la terre. La terre est par essence inaliénable. Ce principe d'inaliénabilité est très très important, surtout dans les communautés agraires nos communautés agraires de la vallée du fleuve. Et donc, mais au fond, la jouissance, les inégalités se manifestent au niveau de la jouissance, des droits et au niveau de la jouissance des fruits de la terre. C'est en ce moment-là qu'on perçoit une sorte disons, de dîme que les gens payent, que les haratines, parce que les haratines, il y a des gens qui pensent que, de mon point de vue, les haratines, ce sont des serfs. Oui. Ce sont des serfs. Et il y a des correspondants dans la vallée du fleuve, dans nos communautés, nos compatriotes alpolars, soninké, wolofs, etc. Et donc, c'est un système féodal où les vestiges de l'esclavagisme sont demeurés, bien entendu, sont demeurés même aussi intolérables qu'avant, mais ils ne sont plus l'essentiel dans le mode de production qui prévaut en ce qui concerne l'économie agricole. Excusez-moi, mais là, c'est extrêmement important. Mais quand vous parlez, c'est-à-dire ces litiges qui sont aujourd'hui relatifs aux terres agricoles, il y a des gens qui sont soi-disant propriétaires de ces terres, parce que ce sont des descendants des maîtres. Considérant que les cultivateurs qui ont toujours travaillé ces terres étaient des esclaves, ils sont affranchis aujourd'hui.
Donc il est propriétaire des terrains où leurs descendants leur disent vous n'avez plus rien à faire ici, vous n'êtes plus esclaves, et donc ils n'ont plus rien à y faire dans cette terre. C'est ça le problème qui se pose aujourd'hui en Mauritanie. Vous ne croyez pas? Non, le mode esclavagiste a été complètement... Le secteur agricole, au sens végétal du terme, a été vidé presque totalement du mode esclavagiste, mode de production esclavagiste. Et depuis à peu près depuis les années 20, avec la constitution spontanée et la prolifération des adouabas, et donc le décloisonnement, c'est tout un problème qu'on peut étudier plus tard, mais avec le décloisonnement du territoire tribaux et la naissance, la prolifération des adouabas, le système féodal est né avec les adouabas et avec les maîtres des terres qui sont cultivés par ces adouabas et la rente en nature que payent ces adouabas aux familles régnantes, aux familles féodales. Mais ce n'est pas un rapport esclavagiste. Les rapports esclavagistes sont demeurés cependant presque uniquement dans le secteur pastoral de l'activité agricole. Et ça c'est, je dis ça sous le contrôle de... Nous revenons. Monsieur Abdoulaye, en fait, je vous repose la question un petit peu de la même façon. C'est qu'aujourd'hui, si on considère que les descendants des maîtres sont propriétaires de ces terres, et considérant que les cultivateurs qui ont toujours travaillé ces terres ne sont que les esclaves ou descendants d'esclaves, de leur famille, aujourd'hui, ils leur disent allez-y, vous n'avez plus rien à faire ici, c'est notre terre. Vous trouvez ça, c'est ça, je crois, qui pose problème aujourd'hui. Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais bien apporter un éclairage par rapport à la question de la féodalité. Le problème de la Mauritanie, c'est qu'on est dans un pays, on est dans une société où il y a l'imbrication des réalités féodales, capitalistes et esclavagistes qui sont imbriquées. Je ne peux pas prendre l'analyse féodale en tant que mode de production tel qu'il a été analysé par Karl Marx à la fin du 19e siècle et l'appliquer en Mauritanie. Mais quand nous prenons l'outillage conceptuel pour éclairer la féodalité, qu'est-ce qu'on remarque généralement dans la féodalité? Il y a des gens qui ont des privilèges liés à la naissance. Ils n'ont qu'à être vauriens, ils n'ont qu'à être n'importe quoi. Le fait d'être bien né, entre guillemets, leur confère certains droits. Deuxième élément qu'on peut regarder dans le cadre d'une structure féodale, c'est le refus du mélange des sangs. Les gens ne se marient pas. Il y a une distance sociale, il y a une distance... C'est justement pour garder cette terre, pour garder le... Troisième élément, ces appellations, il y a des appellations péjoratives. Quand on dit à Kaïdi que celui-là c'est un diagraphe, celui-là c'est un Sambaremour, on sait très bien qu'on a là à des appellations qui rappellent à des rapports de force, à des rapports de subordination au sein de la société alpulaire. Donc dans la société mauritanienne, il y a bel et bien la féodalité. Mais pourquoi elle persiste? C'est que la colonisation française n'a pas modifié les structures sociales. La colonisation s'est basée sur ces chefs traditionnels, peut-être à vider le contenu de leur autorité, mais n'a pas profondément modifié cette structure sociale. Aujourd'hui, on est en face d'un problème extrêmement sérieux. Moi, à chaque fois que je discute de la réforme, je dis aux gens, la réforme ne tombe pas du ciel. Elle est le reflet des rapports de force. Elle est le reflet d'une réalité sociologique historique. Quand nous interrogeons les structures sociales de la Mauritanie, on sait très bien qu'il y a des gens qui ont des privilèges à la naissance, il y a des gens qui ont des rôles assignés. Certains boulots sont faits par une certaine catégorie de la population. C'est comme ça, quoi. Maintenant qu'on est indépendant, l'État a un principe républicain de traitement égal de l'ensemble des citoyens mauritaniens. C'est pourquoi la loi de 1960, même si elle a échoué, c'est à cause de ces forces féodales ou tribales esclavagistes, attention, qui existent au sein de toutes les communautés culturelles mauritaniennes. Même si les manifestations ne sont pas identiques selon les appartenances. Le président Moussaroul Dada disait, à la veille des indépendances, la Mauritanie a besoin d'un nouveau type de citoyen débarrassé de ses préjugés ancestraux. La question de savoir, c'est que depuis 1960 jusqu'à 2014, pourquoi cela n'a-t-il pas disparu? Malgré toute la législation. Parce que ces privilèges, ces rapports à la terre, ça renvoie à des réalités concrètes. Aujourd'hui, dire en Mauritanie que ces descendants d'esclaves ou que ces esclaves par ascendance, qu'on appelle Haratou, qu'on appelle Machulo, qu'on appelle Kome, qu'on appelle Djam,
le fait de leur donner la pleine citoyenneté et la pleine jouissance simplement de l'accès à ces terres, c'est la structure sociale elle-même qui risque de connaître un bouleversement. Ouais. Parce que la plupart des familles féodales aujourd'hui qui contrôlent la terre, c'est parce qu'il y a la gratuité de la force de l'esclave. Une fois que la force de l'esclave sera rémunérée, ça risque de changer. Oui, parce que c'est plus rentable, quoi. Le fait que ces gens aient accès à la terre va changer carrément cette situation. C'est pourquoi mon père a dit tout de suite qu'il faut que ce débat-là, il n'y ait pas de passion. On est là pour apporter un éclairage. Ouais. On est un pays indépendant. Tous les citoyens doivent être traités au même pied d'égalité. L'État a investi des sommes pour faire de la culture irriguée. Si on est dans un État, il n'est pas normal qu'une petite minorité, n'est-ce pas, de féodales esclavagistes s'accapare des terres. Parce que l'accaparement des terres, qu'on le veuille ou non, c'est des foyers d'expression, c'est des foyers de tension. N'oubliez pas que les esclaves par ascendance, il y en a parmi eux qui ont voyagé, qui sont des intellectuels, qui ont lu les grandes déclarations des droits de l'homme et commencent à revendiquer la pleine jouissance de leur nationalité, de leur terre et tout cela. Et alors que les féodales esclavagistes, jusqu'à présent, ne veulent pas lâcher du lest. Donc, dans un premier temps, il faut que les gens qui nous écoutent savent que malgré la volonté de l'État de faire des réformes pour qu'il y ait l'accès égalité des terres dans le cadre des dispositions, les gens qui sont chargés de cela sont des descendants de cette charnière féodalo-esclavagiste qui fait que les meilleures lois n'ont qu'à être votées. Je prends un exemple concret, le PPG de Kaïdi. La Sonatel est une institution étatique. Quand il a fallu distribuer les terres, elle aurait dû être distribuée sur le principe de la distribution égalitaire. Ouais. Mais on sait très bien que par le conditionnement même culturel, quand un diagraphe ou un teint trouve un Sambaremour sur son terrain, il lui dit de prendre ses bagages, il va prendre ses bagages et foutre le camp. Donc moi, ce que je considère simplement, c'est qu'en Mauritanie, comme a dit mon père, il est temps que les gens se parlent. Il est temps que les Mauritaniens, par rapport à ces questions de fond, on ait un langage responsable, un langage, n'est-ce pas, allant dans le sens de l'unité nationale. Sinon, on est en train de faire des saupoudrages, on est en train de faire des approximations qui risquent vraiment d'amplifier la situation. Cela nous amène à poser énormément de questions qui se posent d'elles-mêmes. C'est que comment envisager, sans ouvrir une guerre civile, des politiques foncières? Comment? Moi, je pense que pour ce qui est de la féodalité, malheureusement, elle existe en Mauritanie et dans toutes les communautés. Parce que la hiérarchisation sociale qui existe aussi bien au niveau de la communauté arabe qu'au niveau de la communauté nord-africaine a toujours fait qu'il y a des marabouts, des guerriers, et il y a des castés. Ouais. Ça, c'est clair. Quand on se réfère maintenant au problème de la terre, il est vrai que la féodalité aussi, là, s'exprime au niveau de l'exploitation des terres. Mais vous savez, la féodalité terrienne, c'est la féodalité réelle. Si vous prenez la Russie, par exemple, la vraie féodalité en Russie, c'était la féodalité terrienne. Ouais, ouais. Et ceux qui ont combattu cette féodalité terrienne étaient même parmi les plus grands féodaux, comme Tolstoï, qui déjà, avant même l'abolition du servage par Alexandre II, a combattu le servage alors qu'il fait partie de la plus grande noblesse russe. Ça veut dire que pour combattre la féodalité terrienne, moi je pense qu'aujourd'hui, en tout cas un État comme la Mauritanie, et qui a fait en sorte que toutes les terres appartiennent à l'État, et c'est à l'État de les redistribuer, je ne vois pas pourquoi l'État n'est pas capable de mettre un frein aux pratiques féodales au niveau des terres cultivables. Pour la simple raison que toutes les terres cultivables aujourd'hui, il y a un seul titre foncier, c'est pour l'État. Et par conséquent, dans la distribution des terres, il est vrai que l'État aurait dû protéger les faibles, aurait dû protéger les ignorants quand on a commencé à distribuer les terres. Parce que la réforme de 1983 qui a été faite, la réforme agraire, elle n'est pas mauvaise. Mais comme l'a dit le professeur, l'application, c'est autre chose. Mais je pense. Oui, mais non, mais je pense que après 1983 et toutes les circulaires qu'il y a eu, et cette volonté de faire de la vallée un pôle de développement, ce qui est tout à fait normal, que les gens cultivent les terres, que ceux qui sont capables de cultiver. Mais c'est là où l'État aurait dû intervenir pour protéger les ignorants, protéger les faibles,
Parce que ceux qui sont capables de trouver un récépissé, un arrêté ministériel, un titre foncier pour les terres, sont les gens les plus dégourdis et généralement appartiennent à la classe féodale. Ça, c'est évident. Et donc, les autres qui n'ont pas eu le soutien de l'État, qui n'ont pas eu le soutien d'organisations qui peuvent un peu les diriger vers comment posséder la terre, sont restés un peu à l'écart. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il est tout à fait dans le corps de l'État, et nous en viendrons, de régler ce problème sans qu'il y ait de conflit, sans qu'il y ait de passion. Parce que moi, j'estime que c'est un problème relativement facile à régler. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes passés à une autre phase. Parce qu'avant, vous aviez quand même des attributions. Le hakim, par exemple, pouvait attribuer 10 hectares. Le wali pouvait attribuer 30 hectares. Le ministre pouvait attribuer 100 hectares. Et au-delà de 100 hectares, c'est le conseil des ministres. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre phase d'attribution des terres cultivables pour des investisseurs. Et là, nous allons de 10 000 à 15 000 à 20 000 hectares. Moi, je pense que l'État, et nous le dirons, est tout à fait capable de régler le problème de ces haratis qui, parfois, sont lésés sur des terres. Parfois, ces terres aussi, ils peuvent les cultiver parce qu'avec les témoignages d'ancêtres et d'ancêtres et d'ancêtres, tout le monde sait qu'ils sont installés là. Et donc, c'est vraiment difficile de les déloger de ces terres. Mais il est vrai que pour la propriété de la terre, c'est à l'État d'intervenir et de faire en sorte que ces ignorants, ces gens faibles, soient protégés par l'État et qu'ils défendent leurs intérêts. Mais justement, mais comment le reprendre cette aide? En fait, monsieur le ministre, si aujourd'hui, c'est les marabouts et les chefs des villages ont accès à la propriété de la terre, pratiquement dans tout le sud de la Mauritanie, comme des invités ont expliqué. Et en fait, cette propriété foncière résiste grâce à leur titre foncier qu'ils ont hérité de l'État. Comment régler ce problème, en fait? On ne peut pas prendre les terres à des gens qui, soi-disant, sont propriétaires, entre guillemets, et le donner à d'autres parce qu'ils la travaillent. Il est où la formule, la terre appartient à ceux qui la travaillent? Il est où? Je m'excuse, mais vous savez, l'État peut exproprier des gens. Il peut les indemniser en les expropriant. Ça, c'est le rôle de l'État. Oui, il peut faire en sorte de mettre en place le système de bail pour une centaine d'années. Mais l'État peut faire tout ça. Vous savez, quand vous avez des attributions de terrain et qu'il y a une force d'utilité publique de reprendre ces terrains, bien sûr, on exproprie et puis on indemnise. Bien sûr. Donc, monsieur le ministre, moi, je pense que j'ai oublié de préciser une chose, parce qu'on parle maintenant de l'arrestation des Ramouritans, oui. Parce qu'on parle, on se plaint de la manifestation de certains mécontentements de certains groupes. Je crois que nous devons avoir deux attitudes. Reconnaître la vérité et condamner la méthode si elle est condamnable. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un s'y est pris d'une certaine manière qui ne nous plaît pas, oui, que nous devons nier la vérité. Il y a aujourd'hui un problème dans la vallée du fleuve. En Mauritanie, il y a un problème d'inégalité foncière criante, oui, qui doit être nivelée, qui doit être traitée. Peut-être, certains groupes ont-ils emprunté une voie qui n'est pas la meilleure. Ça, c'est une appréciation de l'approche, de la méthode. Bon, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais il y en a qui sont encore maintenus sous la domination de propriétaires. C'est que Biram, sur cette question, a raison. Il a raison. Et on a tort de l'emprisonner parce qu'il a raison. Oui, mais ça, c'est une autre question. C'est pas parce qu'il a raison ou il n'a pas raison. C'est la méthode qu'il a utilisée. C'est une autre question parce qu'il faut qu'on revienne sur ça. S'il y a aujourd'hui des Mauritaniens qui estiment qu'on doit reparler des mécanismes
de la cohabitation, ce qu'il appelle la cohabitation. Et c'est vrai, la Mauritanie doit parler et doit bâtir son unité et les relations entre ces différentes composantes culturelles à travers des solutions trouvées lors d'un débat, dans le cadre d'un débat. Ce n'est pas parce que les gens s'expriment mal ou parce qu'ils occupent la rue ou parce qu'ils indisposent les forces de sécurité qu'ils ont tort. Non, ils ont raison. Et il faut leur donner raison. Ça, c'est une précision que je voulais faire. Deuxième raison, je suis tout à fait d'accord avec le professeur Sow, qu'il y a un amalgame de modes de production. Tellement l'évolution de la Mauritanie a été interrompue, et tellement il y a eu des peuplements et des peuplements et des modes de production et des réflexes, différentes cultures qui se sont brassées sur tout le territoire mauritanien, que nous avons en fait une société tridimensionnelle sur le plan de la qualification historique du mode de production. C'est-à-dire qu'il y a un mode de production qui demeure esclavagiste, essentiellement dans l'économie pastorale. Il y a un mode essentiellement féodal, voire exclusivement féodal dans le système agricole, à part bien entendu ce qui est... Et il y a un système dans l'agriculture surtout, il y a un système bourgeois, capitaliste, de type capitaliste, la constitution de latifondia, et donc nous avons à l'intérieur, dans nos zones rurales, nous parlons de la zone rurale, dans nos zones rurales, il y a trois modes de production, trois réflexes, trois référentiels culturels, économiques et sociologiques. Cela nous rend la tâche extrêmement difficile et surtout nous impose beaucoup de munitions dans la recherche de solutions et de stratégies à adopter. Cela dit, je crois qu'il faut enfin reconnaître que l'imbroglio foncier est le nœud des dimensions sociologiques, culturelles, spirituelles, économiques, géographiques. Ces dimensions sont toutes cumulées dans cet imbroglio foncier. Et là où il y a parfois une sorte disons, d'amalgame, une sorte de quiproquo, c'est que lorsque la Terre apparaît à certains d'entre nous comme étant une bibliothèque, comme étant un espace physique sur lequel se grave une histoire, une culture, une légende, cette Terre n'est pour d'autres qu'un espace de passage, un passe-temps. Et c'est pourquoi, c'est donc, il y a sur le plan de la perception culturelle une dualité des concepts, des conceptions. Lui, dans la vallée du fleuve, la terre, quand vous aménagez la terre, vous faites disparaître les baobabs, l'acacia, le monticule, parfois un amas de pierres qui sont si vous voulez, traités par la légende, racontés par les grands-mères qui contribuent à la formation d'un imaginaire collectif, d'une culture. Ouais. Lorsque ces repères physiques dans une société à culture essentiellement orale, lorsque ces repères disparaissent, qu'est-ce qui se passe? Les communautés sont saisies par une sorte de métaphysique, de mélancolie métaphysique, et c'est tout à fait normal qu'elles réagissent. Je parle sous le contrôle du sociologue. Et donc, il y a... Mais aussi, il y a par ailleurs une autre dimension qu'il faut comprendre. La terre et la propriété terrienne est tribale. Or, la tribu comporte des inégalités. La hiérarchie tribale est une hiérarchie fortement inégalitaire. Oui. Elle est esclavagiste. Il y a beaucoup de castes dans la tribu. L'enjeu de l'individualisation que la loi a prôné, c'est que la tribu va se dissoudre. S'il y a une individualisation, autrement dit, si on donne la terre à ceux qui la travaillent, il y aura une déstructuration du tissu tribal qui constitue le fondement de la société. Non, mais pourquoi? Le système économique, le système de gestion de l'État ne permet pas encore de faire que l'État se substitue. C'est ça le problème. Mais si par exemple, on peut, là je vous pose la question, si par exemple on peut confier une terre ou l'exploitation d'un champ ou d'une parcelle à ces anciens esclaves qui ne sont plus esclaves,
cela n'annule pas le droit de la famille à la propriété. Si. Ça détruit. La famille reste propriétaire, c'est ça le problème. Mais ça détruit. Mais pardon, qu'est-ce que c'est que depuis l'arrivée depuis la révolution islamique de 1760. Est-ce qu'aujourd'hui en Mauritanie, en fait, est-ce qu'aujourd'hui en Mauritanie, il y a des familles qui travaillent, des gens qui appartiennent à leurs anciens maîtres? Non, je pense qu'il y a une différence d'approche, une différence de réalité. Les enjeux sont différents. Dans la vallée du fleuve, j'ai dit que l'enjeu principal, c'est que tout l'ordre social repose sur le système foncier. Je crois qu'il y a aussi le fait que les maîtres et les esclaves travaillent la terre. Ce n'est pas vraiment la même chose. Alors que dans la Mauritanie pluviale, dans la zone pluviale, tout le système tribal repose sur l'appropriation de la propriété. Et donc, dès que vous modifiez le système d'appropriation de la terre, vous provoquez une déstructuration. Vous provoquez un cataclysme. Je vois très bien ces messages, je vois très bien. Mais en général, c'est pas lui qui doit connaître mieux que moi. Il y a deux points que je veux souligner. Le premier point, M. Warzek a parlé de l'État tel qu'il aurait dû fonctionner, mais malheureusement, il ne fonctionne pas ici en Mauritanie. Et que par rapport à la question des terres, moi je suis quand même, il y a des soupçons de regard du philosophe. À chaque fois qu'on balance cette question de la réforme, on pense à la vallée, Parce que là, au niveau de la vallée, c'est vrai, il y a le problème des Haratim qui sont là, qui n'ont pas de terre, mais il y a aussi des familles négro-africaines qui ont le courage de dire qu'ils n'ont pas de terre, et ceux qui avaient des terres, on a vu une volonté manifeste de l'État de s'accaparer de leurs terres au profit d'entrepreneurs. La question essentielle qu'il faut poser, c'est pourquoi la question des terres génère des crispations identitaires. Pourquoi cette question des terres entraîne des communautés? Ceux qui ont arrêté Biram Daouda Bey, ils sont extrêmement intelligents. Ils savent que Biram, sa lutte a pris une certaine ampleur. Tant qu'il manifestait dans la rue, tant qu'il se chamaillait avec les ulémas, ça pouvait passer inaperçu. Mais là, il s'attaque à un bastion qui est le mécanisme même de reproduction de la société et des privilèges liés, si vous voulez, à la naissance. Si l'État veut que cette question soit réglée, il ne s'agit pas simplement de dire l'État a des fonctions régaliennes de distribution des terres au profit de toutes les situations, mais les terres rappellent il y a des souvenirs. On a vu lors du régime de Taya la volonté manifeste de changer la terminologie et les appellations de certaines villes portant atteinte à la cohésion nationale, à la continuité historique et au lieu de mémoire. Parce qu'une terre, le rapport qu'on a à la terre, ce n'est pas simplement un rapport nutritif. Il y a le rapport symbolique, il y a le rapport culturel. Aujourd'hui, en Mauritanie, on est devant une situation classique. Vous avez des féodalo-esclavagistes qui ont compris ce danger. Que la réforme agraire, si elle est appliquée à 100%, il y aura aujourd'hui des gens qui vont s'émanciper à 100%. Il ne faut pas aussi avoir peur des mots. Il y a bel et bien des familles aujourd'hui qui cultivent pour leur maître. Oui, qui cultivent pour le seigneur féodal. Est-ce que ça existe qui ne se présente, j'ai des preuves palpables que je peux vous donner, qui ne se présente qu'à la fin de la récolte et prendre simplement la dîme. Chez les Halpulares, ça se manifeste sous la forme de Sambaremour, il a 50%. Dans les milieux Haratines, il lui arrive de venir et de partir avec toute la récolte. Parce qu'ils sont propriétaires de terre. Parce qu'ils sont propriétaires de la terre. Aujourd'hui, avec le mécanisme de l'individuation, on dit les terres ne peuvent être consenties qu'à une coopérative. Aujourd'hui, quel est le Mauritanien qui connaît les démarches pour l'accès, si vous voulez, à cette coopérative? Et n'oubliez pas que les négro-africains qui ont des problèmes d'enrôlement, qui ont des problèmes d'accès, simplement, si vous voulez, à l'état civil, quand ils engagent le processus de la coopérative, ils ne pourront jamais l'avoir. Oui, c'est normal. Une ville comme Kaïdi, qui est quand même le cœur du Fouta, que toute l'administration policière, judiciaire, économique, tous les leviers de décision soient entre les mains d'une seule communauté. Ce n'est pas du racisme, c'est un constat simplement que je fais. L'État ne peut être perçu comme un État égalitaire, capable de rendre la justice sociale, que si l'État arrive à se faire percevoir au niveau de toutes les communautés comme il y a une démarche consensuelle et unitaire. Si cette démarche n'est pas là, vous allez voter le meilleur texte, a priori, ça va commencer à créer, si vous voulez, un ensemble. Donc en fait, la réforme foncière de 83, là, elle est très petite. La terre appartient à celui qui la travaille. Ça, c'est pas vrai. Avant la terre qui appartient à qui la travaille. On a dit la terre appartient à la nation.
Nous tous, on applaudit. Parce que si la terre appartient à la nation, l'État C'est pourra une identité investir, l'État pourra, comme a dit l'ambassadeur, prendre les terres et faire des mécanismes de compensation. Mais la question, c'est pourquoi ça n'a pas marché? Parce que cette question des terres, si jamais il n'y avait pas eu cette sécheresse qui a décimé le cheptel, qui a désorganisé le monde rural, entraîné la raréfaction des ressources halieutiques et agropastorales, cette réforme n'aurait pas posé le problème. Aujourd'hui, en Mauritanie, voilà une situation qui est vraiment chaotique. Moi, il y a une chose que j'aimerais vous dire avant de donner la parole à vous. Depuis les années 98, j'ai commencé à faire des recherches pour dire qu'en Mauritanie, la communauté haratine, il faut qu'on arrive à, entre elles, des passerelles de discussion. Ils sont de plus en plus nombreux, ils sont dans les sphères de l'État, ils sont dans l'armée, ils sont dans la police, ils sont dans l'université. Et ce mépris culturel à leur égard, c'est un mépris culturel extrêmement. Quand je discute avec les gens, ils me disent, mais Sow, toi tu arrives à dire l'esclavagisme de manière calme, alors que Biram, il s'enflamme. Mais j'ai dit, Biram, c'est le regard qu'on pose sur lui. C'est ce mépris culturel qui fait que Biram, de temps en temps, il chauffe. Parce que l'esclavagisme, il le vit dans sa chair. Il porte cette colère contenue en lui-même. Alors qu'on a des mécanismes de règlement des conflits. Monsieur le ministre vient de dire une question aussi importante que la réforme agraire. Nous avions nos ulémas, nous avions nos intellectuels, nous avions nos communautés. Si on pouvait s'entendre sur l'essentiel, aucun Mauritanien ne peut retirer la terre à un Mauritanien et le laisser mourir de faim. Ça ne fait pas partie de notre tradition, ça ne fait pas partie de notre culture. Mais si l'État même ne joue pas son rôle, ne traite pas les citoyens au même pied d'égalité. Vous allez dans la vallée, les populations se réveillent. Qu'est-ce qui les réveille à 6 h du matin? C'est le bruit des tracteurs venus faire des enclos dans leur fief et tout cela. C'est de la provocation. Faut dire la vérité. Monsieur l'ambassadeur, en fait, d'après ce qu'ils ont dit, en fait, tout notre état économique, social, je ne sais pas, le niveau de développement atteint aujourd'hui, en fait, par l'agriculture ou l'élevage, et quand même des états d'une histoire sociale qui se déroule en opposition. C'est-à-dire qu'on a toujours l'opposition des classes. Bon, comme Marcus, en apport de domination en esclavage, la lutte des classes, quoi. C'est ça. Quand est-ce qu'on va s'en sortir? Moi, je pense que, comme l'a dit le professeur, les mécanismes de résolution existent, et je pense qu'il n'est pas trop tard pour pouvoir les adopter. Je pense aussi qu'il y a une évolution dont mes deux collègues doivent tenir compte. Cette évolution, c'est que au niveau de la vallée, à un moment donné, toutes les communautés, qu'elles soient arabes ou négro-africaines, ont senti qu'il y a un peu de régionalisme au niveau des attributions des terres. C'est-à-dire que vous avez des populations qui ne sont pas de la vallée, qu'elles soient maures ou qu'elles soient négro-africaines, et pour lesquelles on a attribué énormément de terres. Oui, ce qui fait que l'évolution. Oui, je suis d'accord. Quand des gens descendent du ciel. Oui, mais ce qui fait que la compréhension. Oui, mais la compréhension. Travailler le fer ou travailler le poisson, ils sont. Oui, mais la compréhension du problème est devenue beaucoup plus difficile. Elle est beaucoup plus difficile parce que là, vous n'avez plus. Mais on utilise l'argent du Nord. Non, là, vous n'avez plus les mêmes communautés. Vous n'avez plus les mêmes communautés qui sont liées au Harati et qui ont des liens d'esclavage ou de servage. Oui. Là, vous avez des communautés. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous avez des communautés. Oui, vous avez des communautés. Vous avez des communautés qui sont nouvelles sur le terrain et que l'ensemble des communautés autochtones, qu'elles soient maintenant haratines, qu'elles soient maures, qu'elles soient négro-africaines, combattent en même temps. Ça, c'est une évolution dont il faut tenir compte. Et c'est pourquoi j'ai dit que le problème... C'est une productivité. Oui, mais c'est normal. Moi, j'ai dit l'État, quand il y a un pôle de développement, la vallée doit être considérée comme un pôle de développement. Mais là où le bas blesse, c'est que quand l'État a commencé les distributions, je dirais anarchiques, abusives, on n'a pas tenu compte des populations autochtones qui sont là. Oui, mais ça, c'est un problème d'injustice générale. Oui, ça touche tout. Oui, parce que vous savez, quand on prend les espaces vitaux, par exemple, vous savez que dans chaque village, dans chaque campement, il y a un espace vital. L'État ou les administrations, parfois, qui d'ailleurs ne répondent à rien, en fait, qui ne suivent même pas les textes, comme on le dit, octroient par exemple 0,5 hectares par famille comme espace vital. Or, tous les ingrédients de développement vous prouvent qu'une famille
doit au minimum bénéficier de 3 hectares pour pouvoir survivre. Ça veut dire qu'ils n'ont pas redimensionné les terres par rapport aux besoins des populations. Ça, c'est un premier problème qui s'est posé. Le deuxième problème qui s'est posé, c'est qu'on a enfermé pratiquement des villages. On a enfermé des villages avec ces attributions abusives et anarchiques. On a enfermé pratiquement des villages où vous avez les champs qui sont à 3 mètres ou 5 mètres du village, qui ne peuvent plus respirer. Vous avez les aires de transhumance du bétail qui sont complètement fermées. Donc, j'ai dit que tout ceci est l'œuvre de l'administration et qu'il est encore possible de le corriger. C'est l'ambassadeur, je veux juste rebondir un peu sur ce fait, parce que quand vous parlez, c'est général, là, nous sommes dans un pays qui s'appelle la République islamique moderne, ce ne sont pas les Ibrahimiens qui possèdent des bateaux et qui font de la pêche, ce ne sont pas les habitants des Zouerat qui ont des sociétés de mines ou qui travaillent le fer. Ce n'est pas parce qu'on est du Sud qu'on doit cultiver. Rien ne prouve d'ailleurs que les esclaves ou les anciens esclaves aient le moindre goût pour l'agriculture aujourd'hui. Ça veut dire qu'en vous écoutant, ça va nous conduire peut-être à faire venir des nouveaux esclaves pour travailler cette terre. Non, je pense qu'on ne s'est pas compris. Vous ne pouvez pas dire... Je ne suis pas contre que la vallée soit un pôle de développement. Justement. Je ne suis pas contre que, puisque c'est impossible d'ailleurs, je ne suis pas contre que... Je ne suis pas contre qu'on ait des investisseurs dans la vallée. Voilà. Mais ceci sous-entend le respect strict des populations autochtones. Le fait de les assimiler à tout ce qui se passe au niveau. D'ailleurs, dans le code pastoral, ceci existe. Il faut qu'on se réfère au conseil municipal, oui. Il faut se référer aux populations autochtones, mais rien n'a été respecté dans tout cela. Justement, donc c'est un cas général. Non, je vous dis, c'est-à-dire, c'est pour vous dire que les erreurs qui ont été commises peuvent être rectifiées. Encore, voilà. Absolument. Ouais. Maintenant, l'évolution des rapports féodaux, elle a été complètement bouleversée par plusieurs facteurs. Elle a été bouleversée par plusieurs facteurs. Et ces facteurs-là, aujourd'hui, moi j'ai dit, nous pouvons très bien les maîtriser, mais à condition que l'État s'implique, à condition qu'il respecte les populations. Vous savez, il y a des tribus morts qu'on a dépossédés de leurs terres. Moi, je connais une fraction de la tribu de Koumoulilin qui a des terres à Gouer depuis 1930. Et ces terres à partir de... Oui, mais vous savez, les terres appartiennent de l'État, mais quand vous avez un titre de propriété des terres, l'État ne peut pas vous déposséder comme ça. Ça, c'est inclus même dans la réforme agraire. C'est des biens appartenant c'est inscrit dans la réforme agraire. Mais je vous dis que tout ceci, malheureusement, a été chamboulé par une volonté parfois politique, parfois idéologique, d'un certain nombre d'administrateurs. Et aujourd'hui, il revient à l'État de corriger tout cela. Donc en fait, monsieur le ministre, quand vous parlez tout à l'heure, vous avez parlé de communauté, en fait, la différence entre tribu ou village, l'appartenance, cette propriété foncière, c'est des grandes étendues qui ont opéré à l'origine par ces communautés de tribus. C'est quoi la différence en fait? Non, l'essentiel pour moi était de montrer qu'il y a une différence dans le mode de représentation de la terre, parce que pour certains, elle n'est qu'une source de vie, pour d'autres, elle est une source d'existence. C'est tout à fait différent parce que c'est aussi une source de légitimité. C'est une bibliothèque, c'est un palimpseste sur lequel se sont écrites toutes les légendes des générations. Alors que pour d'autres, la terre n'a qu'une valeur d'usage. Oui, voilà. Non, ça c'est pour... Mais si aujourd'hui, excusez-moi si aujourd'hui vous allez dans un petit village, soi-disant ce village appartient à telle tribu, là monsieur l'ambassadeur a extrêmement très bien expliqué ça. Vous voulez construire, vous achetez cette terre, vous allez construire une maison, la tribu ne vous laisserait pas faire. Non, ça donc le problème est quand même beaucoup plus... Ça c'est un aspect. Dans la zone pluviale, dans les régions, par exemple, des Rhodes, de la Saba, de la Dral, où le système tribal est très fort, où la propriété est une propriété tribale,
de manière indéfinie, sans frontières. Il y a ce qu'on appelle les haratin, et qui ne correspond pas à un concept, qui ne correspond plus à un concept précis aujourd'hui. Dans ces régions-là, on exerce sur les paysans haratin, on exerce une injustice extraordinaire parce qu'on les empêche de construire des digues de retenue d'eau. J'ai un exemple. Il y a un exemple, un monsieur qui s'appelle Jiyedul Mohamed, dans le département de Tamchikat depuis 1990. Ouais. On lui refuse, on refuse de lui reconnaître le terrain qu'il a mis en valeur depuis une trentaine d'années. Mais parce que le terrain appartient à ses... Parce que ce terrain est supposé appartenir à une fraction donnée, et donc c'est une propriété collective. Et lui, il ne peut pas construire cette digue et exploiter pleinement cette digue sans donner une contrepartie en nature et sans l'autorisation du leadership tribal fractionnel. Mais c'est ça le problème, c'est que cette terre appartient à une tribu. Vous avez des exemples, je connais des exemples dans le Brakna, des exemples partout. Oui, partout. Il y a même des guerres de tribus. Pourquoi empêcher à Cheikh Lahmir? Il y en a, oui. Moi, en préparant l'émission, j'ai eu énormément d'exemples. À Cheikh Lahmir, à Gmeimine, il y a énormément de cas où on empêche les Haratins de construire des barrages. Il y a d'autres cas plus flagrants où des adouabas sont à proximité des barrages qu'on laisse complètement se détruire ou se faire envahir par les tourgeons, par le sable, parce que s'ils reconstruisent ces barrages sont supposés leur appartenir au terme de la loi qui dit que celui qui a contribué à la mise en valeur initiale ou participé à la pérennité d'exploitation, qu'il va bénéficier de partage. Mais ça, ce sont des aspects sur lesquels ce sont des inégalités et des injustices inutiles qui sont dues à l'inconscience de ce qu'on appelle les birmans. Ils sont inconscients. Et moi, je leur ai toujours posé la question, je leur ai dit, c'est pas facile vous préférez 2 sacs de sorgho à tous ces haratines que vous avez assimilés culturellement, qui sont un acquis culturel et social pour vous. Vous préférez 2 sacs de sorgho. C'est-à-dire que ce sont des injustices et des inégalités que j'appelle idiotes, complètement idiotes et qui de l'idiotie. Donc c'est humain, l'établissement. De notre idiotie. Non, mais c'est humain, l'établissement de domination, c'est l'établlement de domination économique. L'économique, c'est les choses, ne peut pas avoir lieu sans avoir... Je voudrais dépasser ça. C'est humain. Il faut dire la vérité, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Non, mais c'est la vérité, mais c'est humain. Il faut des lois, il faut appliquer les lois. Je pense qu'il y a un système féodal dans l'économie agricole, l'économie rurale, est régie par un système féodal d'exploitation des terres. Dans la vallée du fleuve et dans les autres zones du pays. Dans la vallée du fleuve, vous avez encore la Sakal, la Rempetchen, les petits Tati et tout ce que vous pouvez imaginer comme forme de redistribution. Même dans la zone pluviale, il y a ce qu'on appelle la Mouzara'a qui est en réalité une forme d'exploitation, etc., etc. Et donc, cette question-là, on l'a balayée. Le féodalisme bat son plein dans ces domaines. On a essayé, en 1983, la Mauritanie a essayé d'obvier au danger de toutes les manifestations anarchiques d'une revendication légitime de la terre par les Haratines. Il y a eu le Qabra, il y a eu Mabrouk, il y a eu en 1957 la révolte de Yangui. Yangui, c'est à côté de Boustaïla. Il y a eu donc un certain nombre d'événements qui ont poussé le gouvernement à ouvrir les yeux et à promulguer la loi de 1983. La loi de 1983 pose des principes absolument justes. La terre appartient à l'État, comme l'a dit Sow, c'est très très bien, parce que tout le monde est l'élève de la nation plutôt. C'est très bien, mais ce n'est pas une solution. Ils ont posé le problème de l'individualisation des propriétés collectives. Mais il s'est avéré par la suite que ce principe de l'individualisation n'a jamais été mis en application. Pourquoi? Parce que il y a
les critères de bénéfice de l'individualisation étaient extrêmement larges, si bien que pour diviser, c'est là où le bas blesse, c'est ça. Diviser un terrain de 500 et 200 hectares au profit de 100 000, 200 000 personnes. Une petite parcelle par... Vous avez par exemple le titre foncier de Cheikh Sidiye dans les environs de Boustaïla. Il a été attribué à Babo, le Cheikh Sidiye, mais la loi dit que les terres attribuées aux chefs et aux notables sont réputées avoir été consenties à toute la tribu de l'État. Et comme Babo, le Cheikh Sidiye, était le chef de la confédération, grande confédération des îles de Biri, les 10 000 hectares qui ont été donnés doivent être répartis entre les 300 000, tous les individus de cette tribu. Il y a eu donc, au bout de 30 ans, il y a eu un seul cas d'individualisation à Voidvood, à côté d'Alec, et il y a eu, c'était une répartition d'un terrain de Voidvood au profit du membre de la communauté de Mohamed Ahmed, de la tribu, respectable tribu des îles de Biri. Et quand on a fait la répartition, conforme à la loi, chaque membre a trouvé 1 kilomètre sur 1 mètre. Une bande d'1 kilomètre sur 1 mètre. Et jusqu'à présent, la terre n'a jamais été exploitée. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est quoi? C'est ouvrir les yeux et revisiter cette loi pour que le principe de l'individualisation puisse épouser la réalité sociologique, économique, politique, etc. Il y a autre chose. On a dit... Excusez-moi, on va y revenir parce que on est en train de parler maintenant des solutions. Donc, en fait, sur le plan, en tant que sociologue... Je voudrais dire un mot à propos de la loi de... la loi de 83. La loi de 83. La loi de 83 était une bonne loi. Le décret qui a été fait en 1984 a institué 2 verrous qui ont sauté en même temps. Le premier verrou, c'est que l'État ne peut attribuer que les terres qu'il a déjà immatriculées en son nom. Or, l'immatriculation des terres au nom de l'État implique une purge systématique des droits des tiers. Et donc... c'est le premier verrou. Donc, c'était pas possible. Le deuxième verrou, c'est que les attributions dans la vallée du fleuve Sénégal devaient se faire au vu d'un schéma d'aménagement qui préserve les zones, la vocation des zones, et qui empêche, qui obvie au danger de ce qui est arrivé, ce que Bilal a qualifié, parce qu'il y a des villages, aujourd'hui à Kelmadike, à côté de Rousseau, les villages ne peuvent plus enterrer leurs morts, ils n'ont plus où enterrer leurs morts. Il y a des réserves, il y a des villages on a même aménagé des lieux de sépulture. C'est idiot tout ça, ça ne peut ne pas se faire. Ce sont des erreurs inutiles. C'est ce que moi j'appelle des erreurs inutiles. Et donc, mais la loi, ces 2 verrous-là ont sauté, c'est bien qu'aujourd'hui on est arrivé à les événements de 1989. C'est le résultat de l'application, la mauvaise application de la loi de 1900. Des décrets d'application. Des décrets d'application. N'eût été la bêtise qui a été commise en enlevant ces 2 verrous-là, nous n'aurions pas connu des événements, les douloureux et les souffrances. Donc, professeur, comment aujourd'hui faire comprendre aux Mauritaniens que... Comment aurions pu seulement avoir l'idée d'un grand propriétaire foncier aujourd'hui, qu'on peut être grand propriétaire foncier, sans inclure dans cette idée, en même temps, sa souveraineté sur ses esclaves, des serfs ou des hommes indirectement privés de liberté. C'est-à-dire que... C'est possible d'être... C'est possible d'être... Monsieur le ministre a dit tout de suite qu'il y a des injustices inutiles, des erreurs inutiles, des idioties inutiles. En réalité, ce n'est pas inutile, ce n'est pas des idioties. Au contraire, c'est fait de manière consciente. Une domination économique, c'est des choses. L'accès à la terre, la libération économique est un accélère de conscience politique. C'est une domination économique. Est-ce qu'aujourd'hui on est prêt à instaurer une véritable démocratie ici en Mauritanie et traiter tous les citoyens au même pied d'égalité? Au niveau de la vallée, c'est que les gens de la vallée, il faut que ça soit clair. Les gens de la vallée, parmi eux, il y en a des gens qui réfléchissent, qui ont des têtes et qui réfléchissent. Ils savent très bien que si l'État investit de l'argent, l'argent doit appartenir à toute la nation et non pas à une seule région.
Ce que les gens du Sud ont comme pressentiment, c'est que toutes les réformes, et c'est lié au fait que la pédagogie même de l'État est une mauvaise pédagogie qui fait un braquage intercommunautaire comme fondement de stratégie violente d'accaparement du pouvoir politique, ce qui fait que ces gens-là, ils disent, ben, c'est pas possible. Moi, j'ai rencontré même des gens qui me disent, mais Abdoulaye, est-ce que si toi aujourd'hui tu vas aller à Tar, avoir un palmier de est-ce que tu auras intérêt? J'ai dit, je n'ai jamais cherché, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais si l'État avait les cordes du pouvoir à même, avec la volonté politique d'instaurer la paix, on n'en serait pas là. Il faut savoir que ces anciens esclaves-là, quand ils se libéreront économiquement, il y aura une accélération de conscience politique. Est-ce que les gens sont prêts à ce bouleversement? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, les Chinois, les Soviétiques n'ont qu'à venir investir dans la vallée s'ils respectent les coutumes des localités. S'ils viennent se concerter avec les gens, associer les gens, il est certain que ça va créer des emplois. Comment voulez-vous aujourd'hui que des populations se sentent concernées par la construction d'une nation, par la construction d'une cohésion sociale, alors que dans leur village, tel que le village de Donnaï, quand quelqu'un meurt, on est obligé de traverser le fleuve Sénégal pour aller le rentrer. Cette absurdité génère des cumuls, génère des frustrations. Et Biram Abed, c'est un homme politique. En politique, Machiavel dit la fin justifie les moyens. Si Biram arrive à créer une jonction en gérant toutes ces frustrations pour en faire un porteur, on peut ne pas être d'accord sur l'approche et la méthode. Mais essayons de ne pas donner à ces formes de manifestation un contenu. Ça ne tombe pas du ciel. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui a des terres. Je vous donne un exemple. Dans certains pays africains que je ne vais pas citer, pour s'accaparer des terres, il ne s'agit pas de comme la Mauritanie. Il y a une volonté manifeste de l'État de s'accaparer des terres avec des ministres, avec des dirigeants, avec des gros généraux, chacun dans sa localité s'accapare des terres et tout. Il y a même un collègue à moi qui m'a dit au niveau de Nouakchott, la distribution des terres pour l'habitat, c'est 3 fois plus par rapport aux besoins. Mais dans beaucoup de pays, quel est le style qui a été étudié? C'est que le chef de l'État s'est investi tout de suite pour devenir un éleveur ou un agriculteur. Et le fait qu'il ait la terre, c'est un moyen de dire que lui-même, il revient au territoire. Moi, je pense qu'il y a des solutions très claires, comme a dit le ministre. La concertation. Est-ce que vous pouviez afficher le numéro de téléphone parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. La concertation, comme a dit le ministre. Le respect des identités culturelles, parce que le rapport à la terre, ce n'est pas simplement un rapport digestif, mais c'est un rapport culturel. Et le troisième élément, la confiance en l'État, la confiance en cette administration, que si un jour je suis taquiné et que je pars me présenter, j'ai aujourd'hui un recours effectif pouvant bénéficier de cela. Tant qu'on n'en arrivera pas là, on est en train de laisser l'aventure se propager au risque, on ne peut pas calculer. Je rappelle, chers téléspectateurs, qu'ils peuvent réagir par téléphone au 42 43 42 36. Il nous reste encore, je crois, 15 à 20 minutes. Donc vous pouvez réagir et on continue le débat. Aujourd'hui, on sait que ce problème de terre nous pose, quand on parle de Biram Daoud ou d'autres, parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui ont parlé de ce problème. On sait très bien que ça touche la prison sociale, que ça peut être même très grave, parce qu'on est en train de parler de l'esclavage foncier. Allez-y. Allô? 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 Allô, oui. Allô, oui. Bonsoir. 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 Ouais, on vous entend. Votre nom? C'est Abdallah Chorsidia. Je voudrais intervenir sur... Allez-y. Allez-y. Parlez, on vous entend très bien. Je profite de l'occasion pour remercier la chaîne El Wataniya d'avoir éclairé l'opinion publique sur un phénomène qui est, de mon avis, contradictoire à la mauritanienne. Parce que le féodalisme dans le monde agricole en Mauritanie n'est pas forcément celui que les philosophes avaient décrit à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, je vous donne des exemples vivants. Monsieur le ministre, notre ex-Wali, en connaît quelque chose. La loi 83 qui organise actuellement le foncier dans la vallée du fleuve Sénégal a été
l'outil de l'outil à travers lequel l'État a retiré les terres. L'exemple vivant en est l'unique titre foncier de l'histoire de la République islamique de Mauritanie après l'indépendance, c'est l'attribution fait par décret le président Haïdara au profit du feu Mohamed Cheikh Ould Amara. Cette terre appartenait à l'émir Ali Mohamed El-Habib. Il lui revenait d'ailleurs de sa mère Djembou Mbodj, l'empire du Walou, que tout le monde connaît. Cette terre, par exemple, 5 de ses petits-fils aujourd'hui exploitent des terres qu'ils ont louées avec les Mbodj de Zumboti que Bilal connaît très bien. Donc, pour ce qui est d'un autre exemple de la communauté Tendra, de Gouibine, que le ministre connaît très bien, et qu'il a d'ailleurs refusé de leur attribuer leur terre, à l'époque où il était wali. Quand même, ces terres, il exploite toujours, sans avoir les papiers aujourd'hui. Moi-même, j'avais, par contrat notarié, exploité pendant 2 ans en périmètre sur le bidon, au PK6. J'ai loué avec cette communauté, qui est en majorité des dissidents d'anciens Haratim. Donc, ce n'est pas les maîtres qui détiennent les terres, ce sont les Haratim qui détiennent les terres. Et revenons sur la loi foncière de 83. Je peux vous dire que tout ce qui est coopérative villageoise, c'est des anciens fils d'esclaves, en général. Ils détiennent une grande partie, si ce n'est pas plus que la moitié des villages, mais il y a un phénomène qu'on n'a pas encore pris en considération. Les administrateurs de l'époque avaient, au moment de la distribution des terres, oublié de prendre en considération l'explosion démographique dans ce monde rural et aussi le phénomène de retour au terroir qu'a nécessité la florescence économique dans cette vallée. Exige qu'aujourd'hui, tu trouves une famille de 15 éléments exploite une parcelle de 5 hectares, donc ce qui ne revient pas à leur nourrir. Parce qu'à travers 5 hectares, tu ne peux pas faire nourrir une quinzaine de personnes. Rapidement. Et la denrée la plus expérimentée dans la vallée. Je vous dis aussi que dans ces jours-ci... Rapidement, M. Abdallah, il y a des gens qui attendent. Il a fait une politique très importante. Une politique très importante. Il a commencé à aménager des terres en les distribuant à cette communauté comme étant une extension de leur terre qui ne leur suffit pas. Le cas de Begamoun, le cas de beaucoup de cas de Bayran, dans le Haut-Fleuve, et il y a d'autres périmètres, le chenal d'Aftok et des aménagements de Kuk et de... Rapidement, M. Abdallah, je serais obligé de vous... Les Erkiz aussi, l'extension d'Erkiz qui résoudra une grande partie du problème. Il y a plusieurs téléspectateurs qui attendent. Je vais faire une correction au sujet du titre foncier de l'Ksaïba. Ce n'est pas à Boustaïl, c'est à l'Ksaïba. Ksaïba, oui. Pardon? Oui, allez-y, rapidement, il y a des gens qui attendent. Rapidement. L'Ksaïba 2. Ce n'est pas au nom de Babol Sidia. Ce n'est pas au nom de Babol Sidia, c'est au nom de certains de ses fils, mais c'est aussi pour la communauté, comme il a bien dit, des Ouladébéli. Ce titre foncier, aujourd'hui, est exploité à 90% à peu près par les Haratim. Il y en a 77 villages qui en profitent. Communautairement, il y en a certains qui ont les moyens de moyennant quoi individuellement. Ils les exploitent moyennant quoi, M. Abdoulaye? M. Abdoulaye, au nom de quelques éléments des anciens nobles, entre guillemets, ils les exploitent moyennant quoi? Gratuitement? Sans contrepartie. Monsieur le ministre, c'est à vous qu'il s'est adressé. Ils exploitent comme propriétaires entiers. Sans contrepartie. Personne ne peut leur demander quoi que ce soit. Monsieur Abdoulaye, en même pied d'égalité comme moi, que d'autres. Monsieur Abdoulaye, oui, je comprends. Monsieur Abdoulaye, je suis désolé si vous avez vite, une minute, parce qu'il y a des gens qui appellent.
je voudrais dire tout simplement dans ce sujet qu'il faut le renégocier, le redébattre davantage tout en impliquant les phénomènes économico-sociaux, pas seulement les phénomènes juridiques. Et je suis aussi tout à fait d'accord pour qu'il y ait des émissions à la vallée pour parler de prêts. Merci, merci. Et impliquer les décideurs, qu'ils soient État ou qu'ils soient propriétaires traditionnels ou nouveaux propriétaires. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc avant de prendre un deuxième appel, Monsieur le ministre, vous avez quelque chose à... Non, je pense qu'il n'y a pas de grande contradiction entre... il m'a corrigé, bien entendu. Sur le Xaïba. Sur le Xaïba et Bourstaïla. Bon, comme j'ai été gouverneur dans les deux régions, j'ai confondu le Xaïba et Bourstaïla. Oui. Mais je pense que le Xaïba ne doit pas s'offusquer du fait que j'ai parlé de Bourstaïla à sa place. Je voudrais signaler à Abdullahi que je n'ai jamais accordé un permis une concession rurale. La seule concession rurale que j'ai accordée, c'était de 3 hectares à une personne qui est au fils de l'une des très grandes familles d'Ilaou. Et donc, les gens de Gouibina, malheureusement, ont été... je n'ai jamais donné de terre. Oui, je crois qu'il a dit le contraire. Il a dit que vous avez refusé de le octroyer. J'ai refusé d'octroyer parce que la politique du gouvernement à l'époque, nous étions surveillés par la Banque mondiale, mais moi, j'ai dirigé la région du Brakna et la région du Trarza et je n'ai jamais accordé une concession. Peut-être a-t-on pensé quelque part que j'ai accordé des concessions, mais je n'ai jamais accordé des concessions. Mais c'est ce qu'il a dit, je crois. Il a dit que vous n'avez pas accordé. Je n'avais pas le temps d'accorder des concessions parce qu'au Brakna, j'étais plutôt préoccupé par la vie des gens. Au Trarza, j'étais plus préoccupé par le retour des communautés telles que Guidakar, Tekeshkomba, Pekasset, Chambel, Mbagnik, etc. Et donc, je n'avais pas le temps. Non, je suis d'accord un peu pour souligner ce qu'a dit Abdullahi concernant la redimension des besoins des populations. Comme je le disais tout à l'heure, oui, avec le 15 personnes. Exactement. On peut pas nourrir une famille avec 0,5 hectares. Comme je l'ai dit, il y a un minimum de 3 hectares. Et donc, sur ce plan, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais comme je l'ai dit aussi, tout ceci rentre dans le cadre de l'application très mauvaise. Le minimum vital pour une famille, c'est 1 hectare. Tout ceci est le résultat d'attributions, comme je l'ai dit, anarchiques, qui n'ont rien à voir avec la réalité sur le terrain. Et tous les gens de la vallée en ont souffert, qu'ils soient négro-africains, qu'ils soient arabes. Ça, c'est évident. L'autre problème aussi que je voulais dire, c'est qu'on n'a jamais privilégié les populations autochtones. On a toujours dit les populations autochtones n'ont pas d'argent, ils n'ont pas ceci. Or, le crédit agricole, toutes les personnes qui ont bénéficié du crédit agricole, ils n'ont pas d'argent non plus. Les autochtones, ils ont le savoir-faire. Oui, ils ont le savoir-faire et ils sont sur leur terre aussi. Donc, monsieur Abdoulaye, en fait, on a tendance, là, il parle de toute communauté confondue. On a souvent tendance à parler, quand on parle de l'esclavage ou des terres, ou en référence à la société, on fait référence surtout à la société morte. C'est frappant cette question. En fait, même les organismes internationaux, les médias, quand on parle d'esclavage, on parle que dans le domaine, même dans le domaine de la recherche. En fait, c'est appréhendé qu'à travers la société morte. On confronte certaines visions réductrices faisant de ce phénomène une simple opposition raciale entre arabes et noirs, alors qu'on sait très bien que les formes de servitude, d'esclavage sont également très bien présentes dans toute la société africaine. D'ailleurs, tout le continent. Nous, on a fait des recherches, les recherches sont au bureau. Les gens ne se bousculent pas pour venir les lire. J'ai fait une recherche pour essayer de montrer les différentes manifestations des pratiques esclavagistes en Mauritanie. Moi, je n'utilise pas le vocable séquel. Moi, je dis qu'il y a des pratiques esclavagistes en Mauritanie. Et l'étude est intitulée « Les discriminations multiples en Mauritanie », liées à la naissance, liées au rang social, liées au statut de l'individu. C'est scientifique, ce n'est pas des blabla comme ça. Et qu'est-ce qu'on a remarqué?
On a remarqué simplement que si les gens se focalisent sur la société Maure, parce que c'est au niveau de la société Maure où les manifestations sont les plus grossières, sont les plus visibles. Mais moi, j'ai dit, on ne peut pas quantifier la souffrance humaine. Quand on dit à quelqu'un qui a quelqu'un qui a Djomlabi, qui a Beidari, qui a Tchakoud, il est malingué et tout ça, dès lors qu'on refuse de se marier avec elle, l'appellation même de Korgel est une appellation péjorative. J'ai un ami qui est issu d'un milieu aristocrate, c'est mon assistant. Un jour, je rentre chez lui, je vois une petite fille en train de faire des travaux manuels. Je regarde la fille. Tout de suite, il me dit, professeur, elle a un salaire, c'est une bonne. Je dis, mais je n'ai rien dit. Il me dit, mais à travers ton regard, très certainement. Parce que la Korgel au sein de la société Alpulaar, c'est un trousseau de mariage. Vous êtes marié, votre femme a un enfant, votre maman ou votre tante vous envoie une petite Korgel pour vous aider dans les tâches ménagères. Elle a le droit d'aller à l'école. Donc moi, dans mon étude que j'ai faite, je ne laisse aucune société. Dans la société soninké, vous avez les Horé, vous avez les Komé, vous avez les Djokurunké, ça ne finit pas. Oui. Aujourd'hui, l'État devrait jouer un rôle d'accélérateur de conscience en tapant sur la table, en votant des lois, en créant des espaces. Moi, je suis contre la confrontation. Ce n'est pas en brûlant les maisons, ce n'est pas un truc qu'on va régler ce genre de problème. Mais il faut que si on vit dans une république dans laquelle aucun n'est né pour gouverner et que tous les citoyens ont égal accès aux charges. Mais pourquoi voulez-vous qu'au niveau de la terre, certains individus ont terre et tout ça? Au niveau de la communauté négro-africaine, comme a dit le ministre, les gens de la vallée, ils ont besoin d'une pédagogie pour leur montrer que ces terres, c'est leur terre, mais comme l'État a investi de l'argent, quand il y a de l'agro-industrie qui se développe, ils seront les premiers à avoir l'emploi. Mais l'État n'a pas fait ça. L'État a joué à des rôles. Des fois, on envoie un administrateur. Passez-moi les affaires. Il dépouille beaucoup. Il donne les terres d'autrui. Ça, c'est pas sérieux. Allô? Allô, oui. Allô? Allô, oui. Allô? Oui, on vous entend très bien, monsieur. Alaykoum salam. Oui, on vous entend très bien. Je vais essayer de participer avec vous. Je ne suis pas, je suis arabisant, je ne suis pas très fort en français, mais je vais essayer de participer parce que je suis citoyen, j'aime mon pays. Hein? Allez-y, allez-y. Je soutiens les idées de mon professeur Abdoulaye, mais tous les problèmes ou les difficultés venant du Wali et les Hakem précédents dans l'histoire passée. Ce que nous voulons maintenant dans notre nation, c'est quelque chose qui relie l'union entre nos citoyens, nos compatriotes. De deux, moi, j'ai un cas de l'étude dans l'expansion de PKP, par exemple, de Rosso, mais j'accepte la décision de l'État. Je m'appelle Hamed Khouna. De deux, le problème de être à Chamama de n'importe endroit de notre pays, de la Mauritanie, ce qui concerne nous, ce qui relie l'union ou l'unité nationale de nos compatriotes, les Haratis, les Diwan, les Alpulaar, les Sononké, etc. Je peux vous dire maintenant, je respecte la participation du professeur de l'ex-Wali, de l'ex-ambassadeur Bilal. Et ce que nous voulons, ce qui compte, la paix, la stabilité économique, sociale, etc. Je vous remercie. Et ce que je termine avec, c'est vous partir, vous la Wataniens, toucher les vallées, pour parler avec les citoyens. Merci. Merci, je vous remercie. Merci. Donc en fait, une dernière question, je vais faire un tour de table vite fait. Quelle réforme foncière serait concrètement envisageable? Moi, je pense que pour les solutions, vous savez, il y a actuellement, comme l'a dit le professeur, que rapidement. Si on explique un peu aux gens de la vallée le problème de l'agro-industrie, ils seront d'accord. Mais moi, je ne sais pas quels sont les cahiers de charges au niveau de ces agro-industries. Il faut bien vérifier tout ça, parce que dans le cadre, par exemple, où le cahier de charges n'est pas rempli par l'investisseur, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le vis-à-vis mauritanien va avoir les terres ou qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est un. Concernant les solutions, premièrement, il faut privilégier les populations autochtones et ne pas prétexter qu'ils n'ont pas d'argent pour l'exploitation. Deuxièmement, mettre des garde-fous quand on attribue les terres.
Parce que ce qu'on n'a pas discuté, c'est qu'il y a 60 à 75% des terres attribuées dans la vallée qui n'ont pas été exploitées. Et ça, c'est un phénomène extraordinaire. Ça veut dire que s'il y a de la spéculation foncière, et donc, parce qu'on donne des terres et qui ne sont pas exploitées. Le troisième élément, c'est que tout exploitant doit hériter de la terre de ses ancêtres. Et ça règle automatiquement le problème. En tout cas, pour ce qui concerne les haratines et toutes les populations faibles qui ont été toujours au niveau de ces vallées. Maintenant, il faut quand même impliquer, comme j'ai dit... On a un journal dans 2 minutes. Moi, je pense que... On a un journal dans 2 minutes. Je pense qu'il faut résumer. La Mauritanie est au carrefour des enjeux et des exigences. Elle a besoin de cohésion sociale très forte. Et je me félicite du fait que le gouvernement, avec l'appui du PNUD, soit en train d'élaborer et de valider à la fin de ce mois une stratégie de cohésion sociale qui intègre la démarche en matière de politique foncière. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que les Mauritaniens discutent non seulement des problèmes fonciers, mais uniquement de manière à utiliser la problématique foncière et la politique foncière comme l'un des fondements de leur unité et de la consolidation de leur unité nationale. Je pense qu'il y a énormément d'autres questions. Il ne faut pas se cacher, se voiler la face. Il faut que nous discutions. Et il est urgent que nous discutions. Et si l'État ne nous offre pas ce cadre, je crains qu'on va en créer un autre. Je crains que ce cadre se créera de lui-même. Ouais. Professeur, juste quelques secondes. Non, moi je dirais simplement que par rapport à cette question foncière comme à cette question de la cohabitation communautaire, vous savez, dans un pays, si les mécanismes institutionnels démocratiques ne marchent pas, c'est le verdict de la rue qui règle les problèmes. Avec maintenant toutes les conséquences, toutes les crispations et toutes les blessures qui vont se recontinuer et se propager de génération en génération, et nous ne le souhaitons pas pour la Mauritanie. Les éclaboussures. Bon, écoutez, ça sera le mot de la fin. Je rappelle que vous êtes M. Issam Abdelkader, ancien ministre continent international, M. Abdoulaye Sao, enseignant-chercheur en sciences sociales, M. Bilal Lozek, qui est ambassadeur. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'Otalia. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous remercie. Très belle semaine à vous tous, excellente soirée, bon week-end et à très très bientôt. Donc, merci à l'équipe technique qui vous a permis, chers téléspectateurs, de suivre cette émission chez vous, confortablement assis dans votre salon. Au revoir et à très bientôt.